Nous sommes entourés de 3 experts en la matière. Alors, nous avons tout d'abord Annick Ménard, responsable de l'agence PACA Est de DVHOM, donc qui est un cabinet de conseil en sourcing financier qui aide en fait les entreprises à mobiliser rapidement les financements dont ils ont besoin et les mieux adapter en fait à leurs besoins. Ensuite, nous avons Olivier Vincent, délégué Côte d'Azur de la Banque publique d'investissement, et Georges Dao, président de BA06, qui pilote le fonds entrepreneurial 06, un fonds tout jeune, mais qui a déjà permis d'accompagner plusieurs projets, notamment dans leur phase d'amorçage. Alors on va commencer peut-être avec vous, Annick, qui avez l'habitude, à travers votre métier, de vous dépatouiller dans cette jungle des financements divers pour peut-être nous repréciser ce que fait le DVHOM et puis dresser un état des lieux général en fait, de ce qui peut exister en la matière. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, DVHOM est un cabinet de sourcing financier, c'est-à-dire qu'on va accompagner les chefs d'entreprise dans la mobilisation de financement, qu'ils soient du domaine public, privé ou bancaire. Donc en quelques mots, je suis responsable de l'agence de Sofia. DVHOM, c'est aujourd'hui 4 agences, dont le siège à La Ciotat, et c'est environ 200 entreprises accompagnées l'année dernière avec près de 15 millions d'euros de fonds levés, tout type confondus. Alors levons le voile sur le financement. Effectivement, aujourd'hui, par rapport à un besoin lié à son projet, on a aujourd'hui 4 sources de financement. La première, c'est la trésorerie de l'entreprise, la capacité d'autofinancement de l'entreprise, qui en période de conjoncture un peu difficile est souvent tendue. On a ensuite la partie bancaire qui là va plutôt financer tout ce qui est projet matériel, dépenses liées à du matériel, qui va plutôt être accessible à des entreprises de plus de 3 ans et sur des domaines donc de tout secteur confondu. Pour pouvoir accéder à ces prêts, on est soumis à des conditions de dossiers business plan qui peuvent donc permettre la levée de prêts bancaires. Le troisième axe, c'est l'aspect financement public. Alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup de dispositifs de toute nature. On va parler de crédit d'impôt, on va parler d'exonération sociale, de prêts à taux zéro, d'assurance, de prêts bonifiés, donc toutes sortes de dispositifs. On aurait environ près de 5000 dispositifs accessibles. Les dispositifs publics répondent à des critères très précis. Ils vont surtout financer l'innovation, ils vont financer le développement durable, les développements à l'international, les recrutements, les investissements. Donc ils répondent à ces critères par rapport à la thématique des projets et également à un critère premier, c'est que les financements publics n'iront jamais au-delà du montant des fonds propres, du capital de l'entreprise. En quatrième axe, on est donc sur l'augmentation justement de ce capital et des fonds propres de l'entreprise à travers ce que l'on appelle la levée de fonds, qui va pouvoir intervenir aussi bien au démarrage de son projet et ce qu'on appelle donc l'amorçage, comme le développement sur des fonds de capital dédiés qui sont des fonds de capital développement. Pour pouvoir accéder à ces fonds, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur le fonds de la Côte d'Azur à travers Georges, mais c'est évidemment la notion de rentabilité de l'investissement qui va être regardée par l'investisseur qui va rentrer donc au capital. Donc des business plans très, très attractifs en termes de rentabilité attendue. De toute façon, pour l'ensemble de ces financements-là, l'outil de base est en effet un business plan, à la fois sur l'aspect qualitatif, stratégie, développement de son produit, et l'aspect quantitatif qui permet de valider les prévisions chiffrées de son business. Voilà. Alors en termes de business plan, ce qui est nécessaire d'indiquer, c'est sur l'aspect qualitatif, vraiment la stratégie que l'on souhaite mettre en place, de pouvoir l'étayer avec le maximum d'informations qui va permettre de valider la stratégie qu'on souhaite mettre en place. Tout ce qui conforte, on va dire, la vision d'un financeur, donc l'équipe, le produit, l'étude de marché, qui de cette première partie qualitative va en découler l'aspect chiffré sur les attentes justement de développement de l'entreprise.
C'est l'outil premier, donc c'est en ça où on peut nous-mêmes accompagner à la structuration de ce premier document qui va permettre d'aller rechercher les bons financements. Et puis par rapport à ce besoin qui va être exprimé à travers le business plan, c'est de pouvoir calibrer les différentes sources de financement en fonction de la nature des besoins. Donc si, comme on l'a dit tout à l'heure, on est plutôt sur du matériel, on va pouvoir axer les demandes sur la partie bancaire. On est sur l'aspect innovation, on va aller monter la feuille de route, donc sur une échelle de temps jalonnée, des dispositifs qui vont être adaptés à la partie prototypage dans un premier temps et puis sur le reste du développement. Donc du business plan, on construit l'ingénierie financière du plan de financement pour avoir vraiment cet accompagnement-là dans le développement de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si on peut, parce qu'effectivement, ce sont des plans de financement de manière globale, mais finalement, combien on peut espérer ça dépend bien sûr des secteurs, du type. Ça dépend du secteur, de la typologie de l'entreprise. On va dire que l'idée c'est de faire boule de neige, on va dire, par rapport à justement l'ensemble des dispositifs qui peuvent être envisagés. On va toujours partir du montant de toute façon des fonds propres, puisque c'est le critère qui va permettre justement de construire cette fameuse boule de neige. Mais aujourd'hui, on sait qu'on peut raisonnablement envisager 3,5 fois le montant des fonds propres d'une entreprise sur ce type de montage de plan de financement. Donc après, c'est bien sûr fonction du besoin. On est derrière tout ça par rapport à un besoin. C'est le projet qui va déterminer le plan de financement et pas le contraire. Et à partir de là, on construit le bon dossier. Je crois que vous souhaitiez parler aussi des fonds européens qui peuvent constituer un axe intéressant pour les PME. Alors effectivement, dans la panoplie des aides publiques qui vont être aussi bien au niveau local, régional, voire national, on a aussi aujourd'hui donc accès aux aides européennes avec la particularité pour le nouveau programme cadre qui a été mis en place donc cette année, donc H2020 pour 2014-2020. Un axe dédié aux PME qui s'appelle Instrument PME et qui permet donc à toute typologie d'entreprise, seule et non pas en collaboratif, de pouvoir accéder à des financements européens sous la forme de subventions qui peuvent aller jusqu'à 70% du montant du projet. Alors on est sur des projets d'innovation, plutôt d'innovation de rupture, mais ça reste des axes de financement très intéressants pour les sociétés qui portent ce type de projet-là. Alors peut-être on va passer à vous, Monsieur Vincent, sur la BPI, pour donc qui est quand même le guichet principal d'entrée pour les financements publics. Vous pouvez donc peut-être nous dresser un peu un panel rapide peut-être de ce qui. Bonjour. Alors je vais essayer parce que BPI c'est une banque un petit peu particulière dans le paysage français. En ce sens que nous, on a une activité en fait où on essaye d'apporter une réponse financière à vos besoins dans les différentes phases de vie que peut rencontrer une entreprise. Alors, par exemple, pour prendre le lien avec DVHOM, qui va être un cabinet de conseil, je parle sous votre... mais qui va être un cabinet de conseil, ils vont par exemple accompagner une entreprise, c'est ce qu'on vient de vous expliquer, pour qu'elle essaye d'obtenir peut-être du crédit, peut-être de la subvention, peut-être, des différents modes de financement. Et nous, par rapport au catalogue qu'on a à la disposition des entrepreneurs, on a effectivement un panel qui couvre, si vous voulez, parfois avant que l'entreprise soit créée, jusqu'à ce que l'entreprise se vende, l'entreprise se développe, bref, toutes les phases de vie qu'une entreprise peut rencontrer. Et à l'intérieur de ça, on a, on va dire, 4 grands métiers pour faire court. Le premier, qui est l'innovation, financer l'innovation. Donc là, on est dans de la mission de service public. Peut-être pour ceux qui connaissent, c'était l'ancienne activité de l'ANVAR, donc aujourd'hui qui sont dans nos métiers à nous. Donc de la subvention, de l'avance remboursable, bref, on épaule les porteurs de projets qui sont plutôt sur de la rupture technologique, mais pas que. Ensuite, on a un deuxième grand métier. Là, nos clients sont les entrepreneurs, mais aussi les banquiers, c'est-à-dire qu'en fait, on va contre-garantir les prêts que font les banquiers. Je prends un exemple simple. Vous empruntez 100 000 euros, et la banque va venir nous voir et va nous demander qu'on prenne du risque, quelque part qu'on assure ce crédit, en règle générale sur des pourcentages qui sont aux alentours de 50%. D'accord ? Donc ça, c'est un deuxième grand métier de BPI France. Troisième grand métier, le financement, où là, on va financer des projets
En règle générale, on touche là à ce moment-là à des montants plus significatifs, je veux dire. Quand je dis plus significatif, c'est minimum des projets qui portent sur 500, 600 000 euros, où là, ça c'est vraiment le minimum, où là on va cofinancer, c'est-à-dire qu'en fait on ne fonctionnera jamais seul, on fonctionnera toujours aux côtés de votre banquier. Donc imaginons un prêt de 2 millions d'euros, eh ben, il y a une banque qui fait 1 million, puis nous on fait l'autre million. Voilà. Donc ça c'est le troisième grand job, où on est banquier traditionnel. J'ai une petite parenthèse là-dessus, on a aussi tout un panel de produits, ce qu'on appelle des produits de développement, qui sont des prêts sans garantie. Alors ça concerne plutôt les entreprises qui existent déjà, ça ne touche pas le monde de la création d'entreprise. Au demeurant, c'est un peu unique sur le marché de la finance d'avoir ce type de produit où finalement on n'exige aucune garantie. Okay, ça c'est donc le quatrième grand métier. J'ai dit 3 métiers, il en manque encore un. Enfin, je vais en rajouter un autre, qui est le financement court terme aussi, puisqu'on a une activité comme les banquiers traditionnels sur le court terme, plutôt à destination des entreprises qui travaillent sur les marchés publics. Donc là, on prend la casquette de banquier assez traditionnel, on accorde des lignes de découvert, des lignes de DAI. Et le cinquième grand métier, alors qui est un peu l'ADN, parce que vous avez certainement beaucoup, et vous entendez, on fait pas mal de pubs en ce moment, beaucoup parler de BPI France. BPI France, c'est la réunion d'Oseo et de l'ensemble des dispositifs de fonds propres qui étaient logés dans le FSI. Donc tout ça, ça n'existe plus. Oseo est mort, le FSI est mort. Aujourd'hui, ça s'appelle BPI France. Et donc l'ADN de BPI France, c'est aussi les fonds propres. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui une capacité d'intervention, que ce soit quand on parle de fonds propres, on parle de capital développement, mais aussi, toujours pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, mais aussi donc sur la capacité à faire du capital risque, qui est un marché qui s'était un peu cassé la figure ces dernières années. Donc là, on est aujourd'hui un acteur significatif sur ces sujets-là, qui restent des sujets, il est clair qu'on est dans des sujets où on doit quand même dire oui ou non. C'est un peu différent, le métier du fonds propre. Cependant, il y a des choses qui aboutissent. Voilà, donc en gros, très 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 rapidement, vous avez vu un petit peu le spectre d'intervention. Et un dernier point, quand je parle d'entreprise, je parle de boîtes qui font une personne jusqu'au plus grand groupe français, puisque par rapport à notre catalogue, on peut intervenir dans toutes les phases et sur tout type d'entreprise. Voilà pour faire très très court. Si vous voulez plus d'infos, on vient de moduler notre site, donc vous pouvez cliquer, aller exactement là où votre besoin vous porte. Et je passe pardon. Non, mais allez-y. C'est le bon lien avec le. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Donc, pour accéder à la BPI, on passe par le site internet, parce que effectivement, c'est vaste comme. Oui, alors, en réalité, par rapport à ce que j'expliquais de notre modèle, je vous disais qu'on travaille avec les banquiers. Donc, il y a quand même un pourcentage significatif de dossiers qui nous arrivent par les banques. Toutes les banques bossent avec nous, et donc il y a une espèce de, comment dirais-je, de relation à trois, si je puis dire, où d'un côté, il y a vous, entrepreneur, il y a BPI France et il y a le banquier. Vous voyez, donc tout ça, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est parfaitement connu de tout le monde. Ça, c'est plus sur l'aspect du financement traditionnel. Sur l'aspect de l'innovation, alors vous allez dire, il est très prétentieux ce type, mais je pense que c'est une erreur professionnelle, quand on a un projet à structure très innovante ou une innovation de rupture, de ne pas contacter BPI France pour voir s'il n'y a pas quelque chose à se faire financer. Je pense que on reste un acteur, de par d'ailleurs notre actionnariat. Notre actionnariat, c'est la Caisse des dépôts et l'État. Donc on a beaucoup d'argent qui ont été mis dans des fonds, qui sont disponibles. Donc ça veut dire que je crois qu'objectivement, il faut au moins nous poser la question, voir si le projet peut correspondre. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, et après, bien entendu, moi j'ai une équipe localement, donc moi je m'occupe de toute la Côte d'Azur et du Var. Et j'ai une équipe de chargés d'affaires qui battent la campagne pour aller prospecter de belles entreprises. Voilà. Peut-être, est-ce que vous avez des chiffres en termes d'activité, de nombre de demandes, sur le taux de... Bon, après, alors, il y a différents... Alors, après, pour les chiffres, allez, je vais prendre 3 chiffres simples. Le premier, on a environ prêté l'année dernière sur les Alpes-Maritimes plus de 100 millions d'euros. Donc, quand je dis qu'on prête 100 millions, ça veut dire qu'il y a un effet de levier, puisque je vous expliquais qu'on travaille toujours avec les banquiers. Grosso modo, ça représente à peu près 300 millions de projets. En innovation, c'est à peu près 8,5 millions d'euros qui ont été injectés sur les Alpes-Maritimes. Alors, ce n'est pas une somme colossale. Inversement, ça a touché, c'est ce qui, moi, m'intéresse plus, parce qu'on est plus sur des cibles de start-up, entre autres. Donc, ça représente à peu près 90 projets l'année dernière, ce qui est un beau score par rapport à ce qu'on demande. Sur le métier de la contre-garantie, que j'exprimais tout à l'heure, ça a touché à peu près 1200 entreprises. Donc vous voyez, il y a des rapports qui s'opèrent, mais qui sont clairement liés à la typologie du métier, Voilà. Donc en gros, on voit passer à peu près 2000 boîtes
sur la Côte d'Azur, chez BPI. Et Quoi, ça, l'année dernière. en relation avec les autres années ou Vous parliez aussi d'un léger frémissement actuellement Alors, d'abord, on a on a eu on a des effets de levier en matière de com qui font qu'on a des taux de croissance qui sont à 2 chiffres, hein, mais qui s'expliquent assez bien parce qu'on fait aussi certaines interventions. Peut-être que parmi vous, vous avez entendu parler du CICE. On a comme actuellement, on préfinance le CICE. Donc, on a aussi dans nos métiers des missions de service public. Qui nous booste, ça c'est un premier point. Et qu'est-ce que vous vouliez me faire dire? Oui, c'est vous qui m'aviez parlé de léger frémissement. Oui, on me demande souvent est-ce que ça frémit, est-ce que ça frémit pas. Alors, en réalité, moi j'ai un peu le sentiment aujourd'hui qu'on a une France qui est un petit peu coupée en deux en termes de typologie de boîtes. C'est-à-dire vous avez un peu les boîtes, les entreprises qui ont des activités très traditionnelles, qui très souvent souffrent un petit peu, et puis vous avez la nouvelle économie, mais avec un N majuscule, c'est-à-dire une économie qui va toucher pas que peut-être ce qu'il y a aujourd'hui, des gens aussi qui ont une capacité à voir leur marché sur un plan beaucoup plus large. Je pense notamment aux boîtes qui exportent, aux boîtes qui innovent. Nous, on tient des stats, on sait pertinemment que certaines des entreprises qui sont dans ces logiques-là, en règle générale, elles s'en sortent plutôt mieux. Voilà. Et j'ai un peu le sentiment aujourd'hui qu'il y a... c'est pas une fracture d'ailleurs, hein, c'est deux typologies, grands axes qui sont en train de se créer. Et donc à partir de là, c'est pas inintéressant de le constater d'une part et d'espérer qu'il faut plutôt aller vers la réussite, quoi, hein, vers la tendance forte qui est effectivement de vouloir d'essayer à tout craint plutôt de développer sa boîte. Mais c'est pas toujours facile. D'accord. Alors, on va passer à Monsieur Dao, qui va donc nous parler du FCPR, Fonds entrepreneurial 06. C'est vous qui êtes à l'origine. Expliquez-nous un petit peu vos motivations, déjà. Au sein de l'UPE, on cherche à développer le territoire et on s'est rendu compte que les créateurs d'entreprises sont nombreux sur les Alpes-Maritimes et représentent un fort potentiel. Donc ces créateurs en fait ont au moins trois besoins. Un, c'est l'accès au marché, tout l'aspect commercial. L'autre, c'est celui de passer de stade de créateur à entrepreneur avec tout l'accompagnement managérial. Et le troisième, c'est tout ce qui est le financement, sous toutes ses formes. Et on s'est rendu compte que sur le financement, ce territoire était faible sur une partie de ce financement, à savoir les fonds propres, c'est-à-dire fonds qu'on appelle capital risque ou fonds d'amorçage suivant les périodes de la vie de l'entreprise, mais en disant pour les entreprises qui se sont créées dans les 3 premières années et qui ont fait la preuve de leurs produits, mais qu'il faut qu'aujourd'hui le développent. C'est-à-dire c'est pas obligatoirement de l'investissement, mais c'est du développement commercial, développement en embauche de personnes. Et il y avait 0 fonds dédié à cet amorçage sur les Alpes-Maritimes, alors qu'il y en a 4 à Grenoble ou 6 à Nantes, pour donner un exemple. Donc l'UPE a décidé de participer à la création de ce fonds, associé à une association qui est BA06, qui est chargée de sélectionner ces entreprises, mais aussi de les accompagner dans les domaines managériaux, commerciaux, gestion, communication. Parce que on sait aujourd'hui, au travers des statistiques du réseau Entreprendre, c'est qu'une entreprise non accompagnée a un tiers de chance de survivre, une entreprise accompagnée a plus de 80%. Donc dans cette logique-là, on a voulu donner pour nos souscripteurs du fonds un maximum de chance et leur dire, donc on les sélectionne et on les accompagne jusqu'à la sortie du fonds. On parle bien d'un accompagnement financier, mais aussi managérial, de conseil. Alors par exemple, comment ça fonctionne, peut-être pour expliquer il y a des souscripteurs, Alors il y a un fonds. Un fonds, c'est un FCPR, c'est comme un PEA. C'est-à-dire que tout le monde peut y accéder, même les particuliers. La mise de fonds est à 10 000 €. 10 000 €. Et on a un gestionnaire qui est chargé qui est agréé autorité des marchés financiers, qui le gère et qui rend des comptes à ses souscripteurs. Le fonds donc est bloqué pour 5 ans. Et par contre, ce fonds est obligatoirement investi, l'argent de ce fonds, dans des entreprises à fort potentiel de croissance sur le 06. Donc c'est l'association qui, au travers de 3 permanents et de 125 membres, a tout l'outil pour diagnostiquer, sélectionner et accompagner les entreprises. Et d'ailleurs, ça se fait en partenariat avec DVOM, avec BPI France et l'ensemble de la chaîne de l'innovation. Alors, comment on fait pour choisir qui peut candidater? Vous disiez des entreprises à fort toutes potentiel de croissance. Toutes les entreprises à fort potentiel de croissance sur le 06 et qui ont déjà du chiffre d'affaires. D'accord. Voilà, on est vraiment un financement de l'entreprise et pas du projet. Et pour nous, c'est important de dire on veut des entrepreneurs.
et on va les amener à être entrepreneurs s'ils ne le sont pas. Donc le premier critère, c'est effectivement la crédibilité du créateur. On n'ira pas dans un projet si on ne sent pas que le créateur croit vraiment à son produit, qu'il est prêt à se battre, sachant que ça sera un parcours quand même difficile, qu'il faudra qu'il adapte ce produit en fonction de la réaction du marché. À ce sujet-là, on a créé un club de donneurs d'ordre, des entreprises qui acceptent d'être les premiers clients de ces entreprises pour les aider d'abord à avoir des références et puis aussi à se tester. La deuxième chose, c'est que parmi à tous ces diagnostiqueurs, non seulement on leur demande s'il faut aller investir dans cette entreprise, mais on leur dit aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider pour qu'ils réalisent mieux leur business plan. Et donc là, on devient conseil, on leur dit vous avez des faiblesses qui sont presque toujours dans les mêmes domaines. D'abord de communication. On a développé les pitchs. La plupart des créateurs sont incompréhensibles pour leur environnement. Donc on leur apprend à se faire comprendre, que ce soit vis-à-vis d'un investisseur ou vis-à-vis d'un client, de dire montrer quelle est la valeur ajoutée de votre produit et surtout, pas la valeur ajoutée de votre entreprise, mais la valeur ajoutée de ce que vous allez faire pour votre client. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas évident, de dire parce qu'aujourd'hui, ou pour l'investisseur, les gens qui vont venir vous voir, il faut qu'ils comprennent quel est l'intérêt pour eux de vous choisir. Vous pouvez les aider un petit peu voilà, dans ce on les sens-là, aide et on a des personnes qui les aident à faire ça. D'accord. Ensuite, on développe aussi le côté commercial. Parce que une fois que vous avez ciblé par un bon marketing des gens intéressés, il faut traiter des contrats. Ça, c'est une démarche aussi qui s'apprend à faire signer un contrat comme il faut et pouvoir le réaliser. Et enfin, il faut gérer une entreprise. Gérer une entreprise financièrement et gérer une entreprise RH. Parce qu'après, il faut embaucher des gens, il faut les intégrer, il faut les faire participer, il faut qu'il y ait cette dynamique. Tout ça, c'est le vrai métier de l'entrepreneur. Et qui est complètement associé à la réussite du business plan, donc à la juste rémunération des fonds. Le jeune entrepreneur donc, peut trouver ce type d'accompagnement. Jusqu'à combien de fonds il peut espérer Alors actuellement, nous sommes en démarrage. Nous finançons 150 000 € de fonds propres. Sachant que lorsque la personne vient nous voir pour son besoin de financement, on l'analyse. On regarde déjà s'il n'y a pas des financements publics qui peuvent avoir lieu, qu'on peut le faire. Sachant que, par exemple, nous aussi, on est agréé PACA Investissement qui est fonds de la région. Quand on investit 150 000 €, la région met aussi 150 000 €. Donc, on regarde tous les effets de levier pour répondre aux besoins de financement du candidat. D'accord. Et donc, par exemple, il y a des prêts BPI qui nécessitent des fonds propres préalables aussi. Donc, en fait, le fait de mettre ces fonds propres est un effet de levier à d'autres financements possibles. On parlait d'effet boule de neige. Voilà, tout ça. Donc c'est cet intérêt-là. Alors pour parler de chiffres, on a financé 4 entreprises. 4 sont en cours de financement, c'est-à-dire qu'elles ont passé le comité d'engagement positif. Et on en a 6 en cours d'examen. Je pense qu'en juillet, on aura en gros financé 11 entreprises. D'accord. Donc il y a quand même une véritable action. Vous me disiez aussi que c'était important pour les entreprises qui s'engagent au sein de ce fonds en tant que donneur d'ordre, que c'est un rapport gagnant-gagnant, que c'est aussi un moyen de détecter un petit peu ce qui se fait dans l'économie de proximité, dans le même écosystème en termes d'innovation, etc. Oui, on a un territoire qui est très très riche. Et ce qui est un peu ralent, c'est que souvent c'est plus facile pour eux de vendre leur innovation à l'international. Et puis on récupère, quand elle a fait le tour du monde, elle revient 5 ans après sur le territoire. Donc ça serait bien qu'ils en profitent les premiers et en même temps ils aideraient les créateurs à avoir des références. Donc on essaie de créer un écosystème intelligent, gagnant-gagnant. Donc on dit vous faites une action sociétale, mais pas que, c'est une manière de faire entrer à moindre prix l'innovation dans vos entreprises. Venez voir la richesse de l'innovation sur ce territoire. D'accord, créer un réseau interne, on va dire. Oui.